Alors, dans le cadre de la leçon 171, donc on a déjà fait le 6 minutes, on va tout de suite parler des pots de banane. Il y a quand même des grosses pots de banane classiques et même attendues par le jury. Alors, essayez de faire en sorte de ne pas tomber dedans parce qu'elles sont trop classiques. Hein. On sait que ça va tomber, quoi. Le jury prévoit le truc. C'est comme le coup de l'aveugle et du râteau, quoi. Alors, on va regarder, j'en ai mis 5, en fait il y en a 4 parce que ces deux-là, elles sont équivalentes. Premièrement, il ne faut pas confondre le noyau de la forme quadratique et le cône isotrope. Parce que le noyau de la forme quadratique, on a envie de dire, bah, c'est l'ensemble des x tel que q de x égale 0. Non, c'est pas ça le noyau de la forme quadratique. On avait dit qu'il y avait une application psi b, donc à une forme quadratique, à la forme polaire b, et psi b qui va de E dans E étoile, et qui à x donne la forme linéaire b de x truc. Voilà. Donc ça, c'est une application linéaire, et le noyau de la forme quadratique, c'est exactement le noyau de cette application linéaire. Donc c'est l'ensemble des x tels que b de x truc et la forme linéaire nulle, c'est-à-dire b de xy égale 0, quel que soit y dans E. Voilà donc le noyau de la forme quadratique. Et le cône isotrope, ça, c'est bien l'ensemble des x de E, tel que q de x égale 0. Donc, en général, évidemment, quand je pose y égale x là-dedans, je me rends compte que j'ai q de x, donc j'ai une inclusion, mais en général, c'est une inclusion stricte. Remarquez, mais ça, c'est plus une peau de banane, c'est quelque chose à savoir, c'est dans le cas positif, si la forme quadratique est positive, hein, alors il y a égalité. Et ça vient du Cauchy-Schwarz, parce qu'on a une inégalité de Cauchy-Schwarz dans le cas positif, qui se montre exactement comme dans le cas défini positif, et on se rend compte, grâce au fait que b de xy, comme ceci au carré, est inférieur, donc ça, c'est supérieur à 0, hein, est inférieur à q de x, q de y, on se rend compte que si x est dans le cône isotrope, alors b de xy égale 0, quel que soit y. Donc on a l'inclusion inverse grâce à Cauchy-Schwarz. Voilà. Mais bon, ça, attention, c'est pas une peau de banane, hein, ça, si vous le savez, c'est bien, quoi. Voilà. Deuxième peau de banane, non dégénéré ne veut pas dire défini positif. Souvent, les choses sont confondues. On sent que les candidats ont tellement travaillé avec du défini positif que quand arrive le non dégénéré, il y a une confusion qui s'est déjà faite. Ben non. Hein, par exemple, si vous prenez une forme quadratique sur le plan R2 de signature 1,1, d'accord, donc par exemple la forme quadratique x2 moins y2, qui s'écrit matriciellement 1 moins 1 en diagonale, comme ça, dans la base canonique de R2, eh bien, cette matrice-là, bah, c'est non dégénéré, évidemment, puisque le déterminant ici est nul, et ce n'est pas défini positif, puisque Q de E2, hein, le deuxième vecteur de la base canonique, est égal à moins 1 négatif. Voilà. Donc, surtout, ça, ce serait vraiment horrible de confondre les deux. Ensuite, deux pots de banane qui sont conjointes. Si Q est non dégénéré, on n'a pas forcément la restriction de Q à F non dégénérée. Elle peut être parfois, accidentellement, on va dire, dégénérée. Voilà. Hein. Regardez ici, vous prenez cette forme quadratique, et vous regardez la restriction à la droite engendrée par E1 plus E2. E1 plus E2, Q de E1 plus E2, ça fait Q de E1 plus Q de E2 plus 2 fois B de E1, E2, c'est de 0, donc ça fait 1 moins 1, ça fait 0, donc ça veut dire que sur cette droite-là, ça va être nul. Donc vous voyez qu'on avait une forme non dégénérée, mais on regarde sur la première bisectrice, et tout d'un coup, la forme devient dégénérée. Et ça, pareil, c'est la même chose que ça, c'est-à-dire qu'on a tellement l'habitude du défini positif, on sait que quand Q est défini positif, alors la restriction de Q à un sous-espace est encore définie positive, parce que ça c'est la positivité. Donc si c'est vrai quel que soit x dans E, ça c'est vrai quel que soit x dans F, puisque F est inclus dans E, c'est tout. Voilà. Alors pareil, quelque chose qui est très trompeur, la dimension de F orthogonale est égale à la codimension de F. Ça, on le sait quand Q est non dégénéré. Sinon, la dimension de F orthogonale peut devenir plus grande. Hein. On peut rajouter des choses qui sont
de l'ordre du noyau. Alors, si Q est non dégénéré, on a ça. Donc on imagine que F et F orthogonales sont en somme directe. Eh bien non, hein, c'est pas vrai, hein, d'accord? Parce que l'intersection, on peut avoir ici F inter F orthogonale non nulle. C'est exactement ce qui se passe dans l'exemple ici de la première bisectrice, hein, pour cette forme quadratique-là. D'accord? Parce que F, là dans ce cas-là, la première bisectrice, eh bien la dimension de son orthogonale, bah, c'est 1, puisque c'est 2 moins 1, d'après cette formule, parce qu'on a une forme non dégénérée, mais la droite orthogonale, c'est elle-même. Donc, c'est pas en somme directe. Voilà. En fait, en général, l'intersection de F et de F orthogonale, c'est le noyau de la restriction de la forme quadratique à F. Voilà. Voilà. Alors, bon, ces points-là, quand même, se ressemblent un petit peu. C'est un petit peu les mêmes candidats qui font ces confusions, donc faites attention à ces confusions-là. Finalement, la confusion, c'est de croire que tout se passe comme le défini positif. Non, il y a des choses qui ne se passent pas comme ça. Dans le défini positif, on fait des tas de récurrences sur la dimension en regardant l'orthogonale. Bon, vous avez des tas d'exemples de preuves comme ça, comme une preuve du théorème spectral qui utilise ça. Ou alors une preuve du théorème des endomorphismes normaux, des choses comme ça. Quand on est dans le défini positif, on a toujours une somme directe. Mais ce n'est pas vrai en général. Donc faites bien cette distinction, hein, pour pas rentrer dans les statistiques. Maintenant, dernier point important, et là encore très classique, les gens disent classification des coniques. Donc regardez, conique fait partie du titre et aux grandes dames de pas mal de candidats, et même je dirais aux grandes dames du jury, hein, on est dans la même galère dans cette histoire. On n'a pas plus fait une formation réelle sur les coniques quand on était jeune que vous. Bon, voilà. Mais la classification des coniques, il faut savoir ce que veut dire le mot classification quand on fait des mathématiques. Quand on dit classification, ça veut dire quelque chose. C'est pas juste les coniques, c'est classification. Que veut dire classification? Et souvent, on se retrouve dans un espèce de langage de sourds entre le jury et le candidat, où le jury dit « qu'appelez-vous classification des coniques ?» Et le candidat dit bah, « c'est les coniques ». Non, on est en train de parler de la classification des coniques. Alors là, il y a une différence. Le jury peut poser aussi comme question de quelle classification vous parlez. Il y en a plusieurs de classifications des coniques. Et là, on perd le candidat. Alors, la chose est très simple et tient en une phrase et son corollaire. La phrase, c'est que si C est une conique, ça veut dire l'ensemble des solutions d'une équation à deux inconnus, dans R, X et Y, de degré 2, mais pas homogène, pas forcément homogène, hein, donc de degré 2. Donc si C est une conique et si G est un élément du groupe affine, GA2, donc, qui agit sur R2, bah forcément en agissant sur R2, il agit directement sur la conique. Hein, d'accord, vous avez G et C, bah, on lui associe G de C. Et qui va être une conique aussi, parce que G c'est un élément du groupe affine, donc c'est une transformation de degré 1, et là c'est du degré 2, donc là ça va vérifier aussi une équation de degré 1, parce que ça c'est inversible, bon, on peut le voir très facilement. Bref, G de C est une conique. Et maintenant, puisqu'on a une action de groupe sur les coniques, du groupe G de A2 sur les coniques, on a des orbites. Et donc on veut classifier les orbites pour cette action. C'est-à-dire, pour nous, ça va être la même chose si on est dans un élément de l'orbite ou dans un autre élément. Et on appellera ça hyperbole, ellipse ou parabole, ou alors des cas dégénérés comme des droites parallèles, des droites confondues, etc. Donc maintenant, le corollaire, c'est que, donc, d'abord, ce que ça veut dire, la classification, c'est la classification des orbites d'une action. Voilà. Mais le corollaire, c'est qu'il y a plusieurs classifications selon le groupe que l'on prend. On pourrait prendre GA2, on pourrait prendre le groupe affine, mais on pourrait prendre le groupe des isométries. Et là, bien sûr, il y a beaucoup plus d'orbites, hein, qui sont beaucoup plus restreintes et qui vont avoir des invariants. Voilà. Donc là-dessus, hein, il faut savoir ce que c'est que classification affine ou euclidienne.
Bon, après, on peut aller plus loin, mais c'est inutile. Il y a aussi une classification par les similitudes, où la notion d'excentricité va apparaître. On a aussi la notion de classification projective, des coniques, mais là, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, quoi, même si on pourrait en parler ici dans le cadre de cette leçon.